Bonjour Monsieur Jérémy Piola, je présente le livre donc Sudalisme, l'imaginaire qui, je sais pas si on me voit parce que là c'est pas, ouais, c'est pas le bon écran. Voilà, je le mets comme ça. Sudalisme, l'imaginaire qui nourrit le racisme. Attends, 2 secondes, excuse-moi. Donc, avec Jérémy Piola, c'est votre deuxième livre parce que vous êtes aussi l'auteur de Portrait du colonisé. Ah, que vous avez là. C'est Portrait du colonialiste. du Portrait colonisé. du colonisé, Ça, c'est c'est Albert Albert Mémy. Portrait du colonialiste. Et d'ailleurs, Mémy avait fait aussi une sorte de portrait du colonialisme, mais bon. Oui, pas pareil. la suite qui est La suite, ouais, catastrophique. du colonisateur, pardon. C'est ça, Portrait du Aux colonialiste. éditions libres, les deux sont édités aux éditions libres. Oui, le c'est portrait ça du colonialiste était édité d'abord à la découverte, et puis on a eu certains désaccords éditoriaux, et donc finalement je suis passé aux éditions libres qui D'accord. ont fait une nouvelle édition éditée avec l'horrible photo de cet horrible Jacques Angéli dessus. D'accord. Voilà. Ah, Qui tu aimes pas représente la le couverture, colonialiste. c'est ça Si, j'adore la Ah, couverture, d'accord. mais je l'aime bien parce qu'il y a Ah, ce oui, personnage atroce qui, pour moi, est vraiment le colonialiste, Ah, oui, même oui. au sens moderne. C'est-à-dire qu'il fait que de l'appropriation culturelle, à la fois de motifs pseudo-indiens-américains, vikings, et puis des tatouages antisémites, nazis en même temps. Enfin, voilà. Ouais. Colonialiste absolu. Voilà, quand on n'a penser- plus aucune référence, il reste ça. Quoi. Voilà. Ça fait penser au film Danse avec les loups, parce que c'est en fait c'est ça le thème du blanc qui s'approprie l'identité et l'âme même de Ouais. l'indigène. Oui, Ouais. il y a aussi un peu de ça, mais avec en plus des références vikings. Et, Ah oui, oui, Ouais. c'est ça, ouais, ça c'est Ouais, c'est un mélange de c'est plein la de grande trucs. C'est Chuchuka, ça, euh, c'est ça, ouais. c'est un peu catastrophique. euh, Donc là, tu sors ce livre. ce deuxième ouvrage, ouais. En gros, pour le présenter, c'est une longue enquête, parce que c'est une enquête, c'est presque 10 ans de terrain, une dizaine d'années de C'est terrain. 13 ans de terrain, ouais. Ouais, Ouais. c'est presque une dizaine d'années de terrain où tu as été dans des associations sur l'alphabétisation Oui, c'est à ça. destination des migrants. Oui, c'est Et ça. donc, c'est vraiment une enquête de terrain. Et tu montres à travers cette enquête, il y a des entretiens, il y a des observations. Il y a aussi. Alors, on vous entend un peu trop, ouais. Vous parlez un peu fort. Il y a aussi une forte bibliographie et tout. Tu te proposes sur plein d'ouvrages et tu analyses comment, même dans ces associations qu'on pourrait penser antiracistes, bienveillantes, proches des migrants et ouvertes à leur égard, en fait, il y a pas mal de racisme dans ces terrains-là. Et tu utilises le concept, tu inventes le concept de sudalisme. Oui. Et donc moi, la première question que j'aurais à te D'accord. poser, c'est est-ce que tu peux présenter un peu pour les gens ce que tu entends par sudalisme Ouais. et pourquoi tu le préfères au terme de racisme, par exemple? D'accord. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière par rapport au fait que donc j'ai fait ce terrain, comme tu as très très bien énoncé, sur les milieux de l'alphabétisation, mais mon sujet n'est pas du tout l'alphabétisation. Mhm. C'est pas un sujet inintéressant, mais moi ça m'intéresse pas. Voilà. C'était vraiment les relations entre les enseignants majoritairement blancs, le groupe majoritaire, et les personnes qui sont appelées apprenantes, même si j'aime pas D'ailleurs, tu dis terme-là. eurodescendants et afrodescendants. Je commence par dire eurodescendants et afrodescendants, et on pourra voir pourquoi. Parce que c'est intéressant, ça oblige à se situer, etc. Et donc, au départ, je vais dans ces associations pour faire donc une recherche, on va dire, sur les relations entre ces deux groupes. On va dire les enseignants majoritairement blancs, il y a des enseignants aussi non blancs, hein, qui sont descendants de migrants, et puis on va dire les participants ou le public, comme on dit, migrants extra-occidental, on va dire, parce que c'est pas des Grecs ou des Espagnols, c'est ça qui viennent. Et donc j'arrive là et je vois un certain nombre de phénomènes qui se passent. Au départ, mon rôle en tant qu'anthropologue et ce qui est attendu par mes supérieurs, hein, parce que c'est une recherche financée à la base, c'est de dire ce que je décris. C'est-à-dire je ne peux pas arriver en disant, voilà, il y a forcément du racisme là-dedans. Ouais. Et puis de toute façon, j'ai vu c'est des associations où effectivement vont se rejouer des formes de discrimination raciale, symbolique et même parfois matérielle. Hein. Ouais. Mais il y a aussi un côté effectivement actif qui va se faire, à partir duquel on peut dire que ce seraient des associations a priori antiracistes, etc. Oui. Et donc je vais là-bas et en fait je vois un certain nombre de choses sur le terrain, et notamment je vais faire ce que j'appellerais une ethnographie ou une étude critique des vitrines associatives. Vous voyez, Ouais. vitrine, ce que c'est là, une vitrine, c'est là où on vend, où on montre ce qu'on vend. Et donc les associations, elles montrent quoi? Leur finalité pour le public migrant. Et puis là, j'étais pas allé, ça faisait longtemps que j'avais travaillé dans ce milieu, mais j'étais jamais allé voir les vitrines. Et là, je vois des finalités d'associations assez importantes en Belgique, il faut dire, qui parlent par exemple de leur finalité, que c'est par exemple de permettre au public migrant d'avoir accès à la culture. Ouais.
Alors, comme si le public migrant n'avait pas de culture, sans préciser quelle culture, quelles sont nos cultures. Voilà. Alors, comme on me dit, oui, mais c'est pas ce qu'ils ont voulu dire. Mais moi, ça m'intéresse pas, ils ont dit ça. Donc, oui, même inconsciemment, ce que ça signifie, c'est signifiant. Voilà, comment est-ce que c'est passé ? Je ne sais pas qui rédige ces finalités, c'est une autre question. Et puis ensuite, par exemple, je trouve aussi d'autres finalités comme permettre au public migrant, de fait, de se doter d'outils de compréhension du monde. Donc là, je me dis, c'est marrant, il y a quand même, dans les finalités associatives, il y en a plein d'autres. Hein. Je fais une quinzaine de vitrines différentes. Je me rends compte qu'on présente les migrants issus des Suds, on va dire, et donc les populations issues des Suds, plus largement, comme des groupes de personnes, d'abord identifiables d'abord à partir de manque. Manque, de vide, de retard, etc. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais en train de relire l'orientalisme d'Edward Said. Et donc l'auteur américano-palestinien ou palestino-américain. Et puis je me dis, mais c'est marrant, je revois à peu près le même processus. Donc, de quoi ? De discrédit et d'identification. Enfin, donc, Saïd, pour le rappeler rapidement, dans l'orientalisme, fait la critique des discours d'experts universitaires sur les Orients. Saïd ne nie pas qu'il y a des Orients. Il dit qu'il y a des mondes orientaux au début du livre, mais il dit, voilà, on en fait un tout homogène. Et à la fin, on ne finit que... À quoi sert l'orientalisme ? C'est finalement à affirmer la supériorité de l'Occident sur le monde oriental. Voilà. Et là, je trouve la même chose, mais au niveau de tous les Suds. C'est-à-dire que les critiques ne se font pas dans les discours simplement à partir de ceux qui sont considérés comme orientaux, mais à partir de ceux qui sont africains, arabes, asiatiques, etc. etc. Ouais. Voilà. Ouais, c'est résumé. En fait, pour eux, c'est vraiment le Sud. Quand on voit qu'il y a le même mépris à l'égard de... Exactement. Alors, il n'y avait pas, par exemple... Moi, j'ai surtout eu comme interlocuteur personnes migrantes, des personnes subsahariennes, maghrébines et turques. Et alors, à 95% musulmanes, pratiquantes et assumées. Oui, et beaucoup de femmes. On va en revenir parce que ça, c'est un gros sujet. Le rapport aux femmes, aux hommes, à la sexualité, tout ça. C'est vrai que c'est des choses qui sont passées là-dedans. Ouais. Et donc, en fait, à ce moment-là, je pourrais dire que c'est du racisme, point. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir le process à partir duquel une association qui est a priori antiraciste va finalement... nourrir un imaginaire qui va légitimer et rendre supportable le racisme dans sa dimension systémique, c'est-à-dire dans une répartition des places faite en fonction des origines des uns et des autres, et effectivement dans laquelle les Blancs sortent au premier plan. Par exemple, dans les associations, pour donner un exemple simple, la plupart des présidents des conseils d'administration, donc du pouvoir, des directeurs, sont Blancs. Ouais. Voilà. Et la plupart des personnes qui vont avoir des travaux de l'ordre du care ou de l'entretien, etc., sont des personnes racisées. Ouais. Voilà. Est-ce que toi, tu as été en tant qu'entre... Alors, je ne sais pas si j'étais clair, j'espère. Si, moi, ça me semblait très clair. Super, alors, moi, il faut préciser qu'il y a un gros travail ethnographique. C'est vraiment, tu rapportes énormément de faits, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'observations et tout. Donc, c'est très, très dense. Il y a 400 pages et tout. Et je pense qu'en plus, toi, tu as peut-être eu le plaisir aussi de pouvoir parler de beaucoup de choses. Est-ce que les premières fois où tu as fait tes observations, tu as été étonné par le fait qu'en fait il y a beaucoup d'a priori racistes ou de sudalisme chez ces gens-là ou pas, et est-ce qu'au final c'est pas un peu aussi la figure tout au long du livre on a vraiment l'impression de la figure du white savior, quoi, du sauveur blanc. C'est chez les associatifs blancs. Oui, voilà. Oui, tout à fait, et je vais dire qu'au départ j'étais arrivé dans les milieux de l'alphabétisation un peu par hasard. J'étais dans un collectif de hip-hop à ce moment-là. On m'a demandé de faire un atelier d'écriture avec des femmes migrantes dans une association non mixte, donc qui cessait d'être non mixte quand j'arrivais, puisque je n'étais pas une femme, je pense. Et donc, j'arrive là et je dis, voilà, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire Bon, j'ai grandi dans le 18e, à Barbès-Rochechouart. J'étais avec des amis, des camarades, on va dire, qui étaient beaucoup enfants de maghrébins, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un atelier d'écriture. Et quand les femmes associatives qui m'ont reçu, donc blanches, m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai dit, voilà, je voudrais faire un atelier d'écriture où les personnes, les femmes qui sont là, pourront parler peut-être de leur culture, de ce qu'elles ont, de l'immigration, de ce qu'elles portent comme savoir. Il m'a été répondu à ce moment-là, elles n'ont pas de savoir. Ah oui, d'accord. On m'a dit, ça va être compliqué parce qu'elles n'ont pas de savoir, elles n'ont pas de culture. Ouais. Je me suis dit, alors, soit je suis chez les fous, soit je suis tombé dans une association avec des personnes excessivement du public, excessivement abîmées pour différentes raisons, ce qui n'était pas du tout le cas.
Et donc, voilà, c'est la première rencontre qui a déjà été en fait assez flashante, dans le sens marquante. Et puis après, tout au fil de 13 ans d'observation, d'abord en tant que travailleur associatif moi-même, mais qui faisait des ateliers d'écriture, je ne faisais pas des cours. Alors ça a aidé des fois à apprendre le français, mais je disais l'apprentissage du français, pour moi, est un dégât collatéral. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, c'est pas pour ça que ce n'est pas important pour les personnes pour s'en sortir dans une société, surtout particulièrement, par certains côtés, très inhospitalière, on va dire. Mais moi, c'était des ateliers d'écriture qui étaient faits toujours à partir de la même base. Je demandais aux personnes qui étaient dans ces ateliers d'écriture, femmes et hommes, voilà, l'alphabétisation, ce n'était pas mon sujet. Je leur demandais d'écrire, je les invitais, si elles voulaient bien, à écrire en parlant de leur aventure migratoire, en taisant et disant ce qu'elles veulent, en parlant de ce qu'elles considéraient être leur culture ou leur univers de référence, les pratiques culturelles dont elles avaient envie de parler, et troisièmement, du regard qu'elles portaient sur l'Europe de l'Ouest. Et ça, je l'ai fait parce que j'avais besoin, moi, de revérifier quelque chose par rapport au sentiment que j'avais que l'Europe de l'Ouest avait perdu la quasi-totalité de ces cultures populaires riches. Voilà. Et donc, je voulais voir s'ils avaient ce même regard et si elles avaient ce même regard, puisqu'il y avait beaucoup de femmes. Donc, c'est comme ça que les ateliers d'écriture ont démarré. Et sur la figure du white savior, vraiment, il y a un côté très paternaliste chez eux, on va les éduquer, on va les aider à atteindre la civilisation. Il y a un truc très civilisationnel. Très civilisationnel, je dirais même que ça ressemble assez à la critique qu'on peut faire du développementalisme, mais cette fois-ci c'est sur place. C'est-à-dire au lieu se passer dans une ONG en Afrique ou quoi, ça se passe en Belgique, ça peut se passer aussi en France de la même manière. Par exemple là, je source et donc je dis quelle est l'association, j'anonymise, mais je dis que ça se passe à Bruxelles, je suis assez précis. Mais si par exemple je tais le nom des associations et le lieu, certains des Français vont penser que c'est en France, des Suisses vont penser que c'est en Suisse. Donc il y a cette attitude qui relève complètement du sauveur blanc, oui, mais en toute tranquillité. Et par ailleurs, avec bonne conscience, en toute décontraction, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire après, ça peut passer à des choses plus violentes, comme à partir du moment donné où on pense qu'on a pour mission d'émanciper, malgré soi, on le pense, les femmes musulmanes voilées, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Ça va être un discours. On va penser qu'elles sont plus soumises à leur mari que la femme blanche. On va penser que pourquoi est-ce que... Alors, par exemple, c'est marrant, un petit fait ethnographique. Dans l'association Diane, qui est celle où j'ai fait mon terrain principal, il y a une enseignante qui dit oui, je pense que les femmes voilées musulmanes sont soumises. Pourquoi, par exemple? Je lui demande parce qu'elles demandent la permission à leur mari pour sortir. Et je lui dis mais tu penses qu'elles demandent la permission ou simplement elles sont complices avec leur mari et elles le font savoir quand elles vont faire une sortie qu'elles vont faire une sortie. Ah, je me suis pas posé la question, on me répond. Donc il y a tout ça. Et après, effectivement, donc dans un premier temps, on pense que on est là pour émanciper ces femmes-là. Les hommes, c'est encore autre chose. Eux, c'est ceux qui soumettent, quoi. Et puis une fois qu'on passe ça, à un moment, il y a quelques personnes, par exemple dans l'association d'Anne Meyer aussi, qui passent à un niveau d'action différent. Par exemple, qui pratiquent la chasse à la prière. C'est-à-dire, en fait, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que l'un des points de fracture là-dedans, c'est quand même aussi la question de l'islam qui est vraiment prégnante. Que ce soit, tu parles de la chasse à la prière, même parfois c'était la chasse à l'ablution. C'est quoi la chasse à la prière? Elles sont choquées. Juste le terme déjà me... il faut pas qu'elles fassent la prière dans l'association. Mais ça veut dire que techniquement, genre, s'il y en a qui vont le faire un petit peu en cachette et on va dire stop, t'arrêtes. Alors c'est génial la question parce qu'en fait, comment ça se passe au départ, elles le font pas du tout de façon rusée. Les femmes de l'association, oui, les femmes migrantes de l'association. Voilà, elles vont dans une salle où il y a personne pendant une pause entre le cours et elles font la prière. C'est ce qu'on fait là. Voilà. Et des enseignantes arrivent, disent mais elles font la prière, elles les arrêtent, elles leur disent ici c'est une association laïque. C'est laïque, ouais. Voilà. Et donc c'est pour ça que je parle de chasse à la prière. Alors après, finalement, les femmes migrantes. Déjà, ça en dit long sur leur concept, enfin sur la perception qu'elles ont de la laïcité. De la laïcité, de l'islam et de ces femmes-là. Et après, donc, il est décidé qu'il n'y aura pas de prière dans l'association. Alors, les femmes migrantes ne se laissent pas faire. Elles disent, vous ne m'arrêtez pas comme ça, vous ne me dites pas ce que je dois faire et tout. Mais bon. Et puis, elles continuent à faire la prière, mais assises sur une chaise. Et là, des enseignantes viennent et disent, oh, il y a des récalcitrantes, mais on sait très bien ce qu'elles font. C'est-à-dire, une femme pourrait être tout simplement en train de méditer sur sa chaise, mais comme elle a le voile, bon, on en déduit, enfin, certaines enseignantes blanches en déduisent qu'elles sont en train de souiller la laïcité de l'association. Et même qu'elles sont dans leur coin et tout. En fait, c'est vraiment l'idée de... En fait, il y a vraiment l'idée que l'islam s'impose dans l'association. Et une sorte d'islamisation comme ça rampante. Mais ils vont aussi chercher qu'elles font les ablutions et tout. Et il y a aussi ce délire de civiliser. Moi, il y a une anecdote que tu racontes que je trouve ouf. C'est, par exemple, quand ils ont voulu
montrer aux bénévoles le film Pride sur les LGBT et tout. Et c'est ce que tu dis que C'est mais le parce test, que quoi. voilà, mais au-delà de la question de l'homophobie, ces personnes se sont pas dit que ça allait choquer, non pas tant parce qu'il y a des homosexuels, mais aussi sur le rapport à la sexualité, Bah, de oui, montrer de bien la sûr, sexualité bien comme ça, sûr. les femmes étaient gênées. Bien Oui, sûr, c'est bien sûr. c'est exactement ça. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai eu l'occasion dans le cadre des ateliers, parce qu'il y avait des demandes des fois donc les ateliers, c'est un de mes outils d'ethnographie et c'est intéressant parce que ça produit des textes et les textes c'est une donnée inaltérable, c'est leur texte. Les personnes mettent du temps à les faire, etc. Et puis c'est des très beaux textes. Et donc par exemple quand on projetait un film, je faisais toujours attention à ce qu'il n'y ait pas une scène de sexe ou même parfois un baiser pour certaines femmes. Parce que je n'allais pas les forcer nous, on connaît ça, à regarder ça. Ou une nudité voilà, un peu, on va dire. Voilà, exactement. Exagérée, Je ne suis pas là pour les choquer, on est là pour réfléchir ensemble, c'est tout. Et donc là, une enseignante, de manière tout à fait tranquille, m'explique qu'elle a été choquée de ce qui s'est passé parce qu'elle a voulu passer Pride pour les éduquer un peu à sortir de ce qu'elle pensait être l'homophobie chez ces femmes-là, homophobes, arabes, voilà, on va dire, et peut-être subsahariens aussi. Et puis, les femmes n'ont pas voulu continuer à regarder le film. Ça ne leur a pas plu. Ouais. Voilà. Ouais, je crois que c'est vraiment le binôme de l'intégration. C'est l'intégration par le jambon et l'intégration par la Pride. Voilà, c'est vraiment les deux tests. C'est le jambon et la Pride. Mais c'est tout Jambon, pinard et Pride. toute la théorie sur l'homonationalisme, c'est que internationalement, c'est devenu le facteur est-ce que vous êtes civilisé ou pas par rapport à la question homosexuelle. Tout à fait. Mais, il y a aussi il y a toute cette réduction des individus à leur religion et avec une vision très stéréotypée de ce que serait la religion. Et on voit vraiment là où c'est vraiment un truc où en même temps, les bénévoles, c'est le point sur lequel ils veulent absolument pas céder. Pour eux, c'est en mode, si on cède sur ça, ça y est, c'est l'islamisation et tout. Et de l'autre côté, il y a aussi de la résistance par rapport à ce sujet-là, quoi. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas des bénévoles. Hein, sur mon C'est terrain, pas il y avait des bénévoles. que des salariés. D'accord, c'est des Les salariés. bénévoles, c'est en une plus. catégorie encore autre. C'est D'accord. presque un autre sujet, mais Ok, c'est des salariés. C'est souvent plus violent, leurs propos. Ouais. Mais Les bénévoles oui, les bénévoles. ouais. Oui. Enfin, pour ce qui m'en a été rapporté. Et à quoi on attribue ça? Parce que c'est des Scan, personnes qui n'ont qui découvrent pour la première fois de leur vie, qui fréquentent pour la première fois de leur vie des personnes qui ne sont pas blanches. Il n'y a pas les filtres de C'est la ça, formation. Exactement, En fait, exactement. moi, j'ai Tandis que les l'impression enseignants, les enseignants, par exemple, il y a des critiques qui sont faites dans ce livre sur les enseignants, sur ce que j'appelle les associatifs blancs, donc c'est les enseignants en alphabétisation, mais je reconnais que par exemple, ils vont aller dans les manifestations de soutien aux sans-papiers, ils vont des fois cacher des sans-papiers même, voilà. Comme il y a les réseaux éducation sans frontières, etc. Exactement. Et donc, c'est pas des méchants racistes. Non, Mais c'est de montrer comment même des associations qui se disent proches des migrants peuvent intégrer ces stéréotypes. On appelle la gauche paternaliste. Tout à fait. Et encore une fois, le paternalisme est peut-être le grade numéro 1. On peut monter très très haut dans la violence. Ouais. Et en fait, au final, on voit qu'il y a... c'est peut-être ça aussi la différence, les critiques que nous on fait par rapport à la gauche et à la droite sur la question du racisme, c'est que parfois on a l'impression que la droite vont plus se retenir parfois parce qu'ils savent qu'ils sont racistes et tout, alors que la gauche, mais là dans l'association, j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'elles se sentent à l'aise de faire des trucs de ouf parce qu'elles se disent, moi je suis de gauche, je suis là pour les aider, j'aide les migrants, et il y a vraiment un aveuglement. En fait, il est conscient de son racisme, donc il le réfrène, l'autre il est même pas conscient, c'est-à-dire qu'il te sort une dinguerie, mais en mode... Je fais ça pour ton bien. Mais décomplexé parce qu'il est convaincu d'avoir le permis. Ouais, c'est vrai qu'il y a une côté le camp du bien, quoi. Vraiment. Non, c'est juste, je dirais que toute la gauche paternaliste, c'est ça. C'est ça. Et dans l'association, vraiment, ça a été d'autres terrains auraient pu être intéressants. Le monde des avocats, des bouchers, par exemple. Mais ce qui était intéressant dans l'association, c'est qu'il y avait cette idée qu'il y avait quand même de l'antiracisme et puis de la rencontre d'un public qui porte d'autres cultures, etc., dont on ne connaît rien chez les associatifs blancs, même après 25 ans de travail dedans. Mais alors, par contre, j'ai fait des rencontres intéressantes conceptuelles. Par exemple, j'ai rencontré le concept de racisme complexé. Voilà. Notamment chez une enseignante qui était particulièrement islamophobe et qui disait « il y en a marre, la société va mal, maintenant j'entends des discours racistes, mais décomplexés. Mais comme elle-même était assez islamophobe, finalement, elle était aussi raciste, mais elle complexait. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est que le sudalisme paraît plus inoffensif que le racisme, comme ça, à première vue. Je veux dire, c'est une sorte de logiciel. C'est un logiciel à partir duquel on lit, et toujours en l'infériorisant le Sud ou les Suds, et à partir duquel, en tant que blanc, ou eurocentré,
et eurodescendants, on va s'affirmer comme à même de pallier les manques qu'on connaît bien du blanc. Je dis, c'est le savoir du raciste, en fait, parce que c'est vécu comme un savoir, bien que ça n'en est pas un savoir en tant qu'autorité, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ça fabrique des images excessivement disqualifiantes des femmes. Pardon. Tu dis, ce n'est pas un... Ce n'est pas un savoir. Mais pourquoi ce n'est pas un savoir, justement ? Parce qu'on peut considérer que c'est aussi un savoir, le racisme. Moi, je dirais que c'est un savoir. Oui. Je dirais que c'est un savoir. Après, je vais dire pseudo-savoir parce que ça ne tient pas longtemps face à une contre-argumentation. Mais ça se vit vraiment comme un savoir, pour de vrai. Depuis quelque temps, il y a une construction quand même du racisme qui devient plus élaborée qu'avant. Hein. Oui. Après, moi, par exemple, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais non, mais il y a des propos très intéressants de Hassan Hadj qui dit que les racistes n'ont même pas envie d'avoir une théorie vraiment carrée et tout. Il y a les deux, quoi. Ouais, et même l'une des spécificités du racisme, c'est que ça se repose beaucoup sur les sentiments et tout. Il n'y a pas besoin d'avoir une théorie. Ça répond à des affects. La vidéo que tu as faite l'autre jour sur le QI, par exemple. Oui, sur l'histoire des QI. Oui, mais je veux dire, il y a une volonté de scientifiser le racisme. Si tu veux, tu vas trouver plein de cas de figure. Mais par exemple, même quand tu as un discours qui n'est pas construit, il est vécu, en tout cas sur mon terrain, c'est ce que j'ai vu, pour revenir à ça, il est vécu comme un savoir, en tout cas pour la personne. C'est-à-dire quand il te dit, alors c'est à ça que je voulais en venir, les femmes musulmanes sont forcément plus soumises que les femmes blanches, sont forcément plus complices de leur soumission pour les femmes blanches, parce qu'on me dit, comme elles pratiquent l'islam, elles sont plus soumises, comme elles pratiquent de plus en plus, elles sont de plus en plus soumises. Etc. En miroir de ça, ça d'abord c'est vécu comme un savoir, comme une certitude, c'est-à-dire même pas une connaissance, mais un savoir qui ne se discute même pas, qui est tellement vrai qu'il n'a même pas à se discuter. En cela, c'est vrai, c'est un savoir, en tout cas pour la personne qui le mobilise. Et en face de cette image de la femme musulmane soumise, plus soumise que la blanche, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'image de l'homme musulman soumettant. Et cette image-là, elle participe à entraîner et à la violence policière, par exemple, sur les jeunes de quartier non blancs. Donc l'hostilité, ça justifie l'hostilité de l'État sous sa forme policière, sa forme administrative, scolaire, etc. Exactement. C'est grave ce qui peut se passer dans ces associations, parfois ce qui peut circuler en termes d'imaginaire et se retrouver parfois sur les sites internet, c'est pas rien, on va dire. Voilà. Pardonne-moi, mais en t'écoutant, en fait, justement sur la construction comme ça de cette image de la femme musulmane soumise, je me disais que aussi souvent, ça s'appuie, on l'a souvent entendu ces derniers temps par rapport à l'Iran, par exemple, ça s'appuie sur une illustration, mais l'illustration provient d'autres pays. C'est-à-dire que en fait, ils projettent par exemple, des choses qui peuvent se produire, par exemple, en Iran. Ils vont dire, regardez, en Iran, les femmes sont opprimées par rapport au port du voile. Donc, en Europe, il faut lutter contre le port du voile. Sous-entendu, c'est la même mécanique, j'allais dire politique, qui agit en Iran et en Europe, tu vois. Et dans les associations d'alphabétisation en Europe, Voilà. Alors, il y avait une criminologue belge qui s'appelle Fabienne Brion, qui est quelqu'un de vraiment très intéressant, qui a écrit un très beau texte déjà en 2006, je crois, peut-être avant, qui s'appelait « Prendre le voile et faire face ». Donc voilà. Et elle m'avait dit un jour au cours d'une discussion dont je parle dans le livre, Sudalisme, elle m'avait dit: je pense que dans les associations d'alphabétisation, il y a une mini-révolution islamique iranienne qui s'est jouée, en fait. Parce que les femmes migrantes ne portaient pas le voile tellement il y a 20 ans. Et maintenant, elles le portent quasiment à 95%. Donc, l'associatif, une large part de l'associatif blanc ne s'en remet pas. Ça pourrait pas qu'elles se sentent plus à l'aise et qu'elles se disent: ah, c'est bon, j'ai le droit, j'ai la liberté. Non, c'est un plan de conquête islamique. Et en tout cas, ça peut arriver jusque-là, oui. Il y a aussi quelque chose qui est important, mais qui en fait concerne, je pense, toutes les associations, c'est aussi qu'au final, il y a un rapport inégalitaire. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Il y a quand même, il y aura l'idée il y a les sachants, il y a les apprenants, et même eux essayent de préserver en fait cette hiérarchie. Ils ne font absolument rien pour essayer de se mettre, on se dirait, à leur niveau, de s'ouvrir et tout. Il y a vraiment une fermeture. Et ce que tu montres, c'est qu'au final, une association qui se veut comme un lieu de rencontre, en fait, il n'y a jamais de rencontre qui est fait. Les gens ne se connaissent. Enfin, entre les salariés et les bénéficiaires, il y a une fermeture au final. Alors, il y a des rencontres, on va dire, affectives, dans le sens où il y a, par exemple, comme je dis, dans l'association Diane, ou même dans l'autre dont je parle, qui s'appelle CARE,
par exemple, quand le contact entre les enseignantes blanches et les migrantes est respectueux. J'ai pris des associations justement plutôt respectueuses. Il y a des associations où on crie sur le public migrant, où on lui parle fort, où on fait des grands gestes parce qu'il ne comprend pas bien, alors il faut ouvrir les yeux, etc. Elles ne sont pas caricaturales comme ça. Donc ça, c'était important. C'est un rire nerveux. Hein, parce que c'est les plus progressistes. Ça rend ouf. Voilà. Mon idée, c'était si ça se passe là... T'aurais envie de rentrer dans la pièce, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, c'est compliqué. Si ça se passe là, comment ça doit se passer ailleurs, quoi. Commencer ailleurs, dans les associations où c'est moins ouvert, et dans le monde où on ne connaît les personnes migrantes et leurs enfants que par médias interposés, ou films du type Bac Nord ou l'extraordinaire Overdose de monsieur le policier cinéaste Olivier Marchal. Et au final, ce que tu montres, c'est que même si on a des bonnes intentions, on n'est pas immunisé au racisme. On n'est pas exempt, de racisme, et aussi que au final, les associations ne vivent pas dans un microcosme et sont aussi influencées par les débats qu'il y a au sein de la société. Oui, tout à fait, bien sûr. Et c'est très important qu'ils en prennent conscience. Pour les travailleurs associatifs. Alors, il y a les travailleurs associatifs aussi, enseignants associatifs non blancs. Hein, c'est très important. C'est toute une catégorie qui donne à penser énormément aussi et qui souvent sont beaucoup plus à l'aise avec le public migrant. Pour 80% de ceux que j'ai rencontrés. Mais ce qui est très important pour les enseignants, quelle que soit leur race sociale ou leur origine, c'est qu'ils prennent, qu'ils réussissent à conscientiser ce problème de non-rencontre, en tout cas au niveau intellectuel qui se passe ou au niveau culturel. Parce que leur métier sera plus intéressant s'ils sortent de cette situation de non-rencontre. Pour l'instant, y a plein de choses que j'ai remarquées. Par exemple, chez la grande majorité des enseignants blancs associatifs, ils se sentent très fatigués. Ils aiment bien leur travail, mais ils les épuisent. Chez la plupart des enseignants descendants de migrants, maghrébins ou subsahariens, ils ne se sentent pas très fatigués à la fin de la journée, par exemple. Quelle rencontre n'a pas eu lieu pour qu'ils aient tellement l'impression d'être en terrain étranger quand ils sont avec leur public, même si ça fait 25 ans pour certains. Pour dire 25 ans, pour certains, vraiment. Et d'ailleurs, pourquoi tu utilises le terme eurodescendant et afrodescendant plutôt que noir, blanc, arabe ? J'utilise les deux, on va dire. Mais au départ, j'ai essayé de... Comment dire ? Au départ, par exemple, donc, en anthropologie, tu prends un peu le langage de tes interlocuteurs au départ. Et au départ, par exemple, les femmes migrantes ne parlaient pas beaucoup de blancs ou de racisés. Voilà. Elles pouvaient dire oui, je suis noire, je suis. Alors, ce qui m'a intéressé, si tu veux, comment dire, quand j'ai commencé ma recherche, alors tout ce que vous lisez là dans Sudalisme, pour ceux qui vont acheter le livre et le lire, ça s'est fait entre 2006 mais surtout d'une période concentrée entre 2017 et 2020. Donc, ça fait déjà un petit temps. C'est toujours comme ça en anthropologie. Quand le livre sort. La réalité où on était a changé. Bon, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant ce qu'il y a dedans, bien au contraire, mais il faut se le dire. Ça a évolué, par exemple, un peu l'associatif depuis. Mais, excuse-moi, tu peux me répéter ta question ? Eurodescendant, afrodescendant. Voilà, eurodescendant. Mais au début, en 2017, voilà, c'est pour ça que je suis allé loin, parce que justement, j'étais allé loin en arrière, à l'université de Louvain-la-Neuve, puisque, bon, pour dire, je suis donc docteur de l'université catholique de Louvain-la-Neuve, qui est une université que j'aime beaucoup, en Belgique, oui. Eh bien, quand je disais blanc, on me disait non. On me disait non, dis pas ça, tu peux pas dire ça. L'université l'a pas encore reconnu. Et donc j'ai dit ok, j'ai emprunté ça à une militante afro-belge qui s'appelle Mireille Tsui-Robert, qui avait dit afrodescendant dans une interview à un ouvrage. Et j'ai dit, et puis même KRS-One disait déjà au début des années 90 ou 90, pour parler comme les Belges, il disait s'il y a des afrodescendants aux États-Unis, alors il y a des eurodescendants. Et donc, je trouvais ça intéressant. C'est KRS-One, ça ? Oui, il le dit dans The Night of the Living Dead. C'est un très bon rappeur. Très bon rappeur noir. Voilà. Et ça m'avait marqué déjà à l'époque. C'est vrai que c'est pas con. C'est vrai qu'on ne parle pas d'eurodescendants, alors que vraiment... Voilà. Et donc là, ça met un truc... Bon, s'il y a un afrodescendant, ok, vous n'avez pas de problème à dire ça, il y a un eurodescendant. Et puis, quand arrive la blanchité en tant que race sociale, je veux dire, dans toute sa violence, effectivement, le terme revient, c'est ce que j'explique un peu au départ, quoi. Donc, effectivement, je commence par eurodescendant, puis après, il y a différents autres termes qui arrivent, quoi. Alors, il y a énormément de références. Tu vas puiser vers plein de gens de différents milieux, beaucoup de décoloniaux, mais il y a aussi des gens comme Foucault et tout. Et notamment en parlant de Foucault, pour toi, il y a aussi un côté un peu biopolitique dans l'associatif, de contrôle des corps. En tout cas, plusieurs fois, j'entends le discours dans différentes associations comme quoi les femmes migrantes font trop d'enfants.
Et par ailleurs, dans les associations qui sont pourtant souvent des associations d'éducation permanente, donc populaires, ça veut dire en belge, éducation permanente, c'est des associations qui ne sont pas censées mettre les femmes au travail. Mais en même temps, on n'arrête pas de dire qu'on aimerait bien qu'elles arrivent à travailler. Et quelque part, il y a cette idée que pour réguler la démographie de ces femmes, il faudrait les mettre au travail, en fait. Voilà. En tout cas, il y a un discours comme quoi... Oui. C'est bien qu'elles travaillent et elles font quand même beaucoup d'enfants. Alors, c'est pas des personnes qui vont... Il y en a une ou deux qui ont des propos hyper caricaturaux, mais c'est plus insidieux en général. C'est de dire, mais quand même, je comprends pas, Fatoumata, c'est son 4e enfant, alors qu'elle a appris le français il y a 6 ans, elle commençait justement... Qu'est-ce que fait le planning familial On arrive à un point limite où on peut se poser cette question-là. Est-ce que c'est ça qu'elle est en train de se demander, la personne, ou de nous dire, de nous demander. Voilà. Ouais. Et incroyable. Merci Moufette pour le raid. Merci Moufette, merci. Moi j'aurais une dernière question avant que vous réagissiez. Tu travailles aussi sur les formes de résistance que peuvent avoir les bénéficiaires. Et est-ce que tu penses qu'il y a aussi un truc de génération où parfois j'ai l'impression que les anciens sont un peu plus, on va dire, résignés entre guillemets, où je dirais qu'ils ont un peu plus appris à faire avec et essayer de composer avec, que ce soit en ignorant, relativisant et tout, alors que les jeunes générations se font un peu plus, on va dire, offensifs, entre guillemets. Alors, je trouve qu'il y a... Attends. Bien, le militant décolonial. Merci. Mon gars. C'est le chat. Je gagne la guerre culturelle. Voilà. Il va pas comprendre, c'est des rêves que... Non, c'est pas grave, j'essaie de suivre, mais je suis gagne la guerre culturelle. C'est ça, donc je fais semblant de lire, en fait. Merci Politica. Mais j'arrive à lire. Non, mais elle a fait une private joke à Samir. Tu peux continuer. Donc, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que s'il y a plus d'offensivité de la part des générations de maintenant, de descendants de migrants, on va dire, c'est parce que, d'après ce que j'ai pu voir sur mon terrain, les migrants primo-arrivants, comme on dit, même si je n'aime pas cette expression, ont transmis énormément, en fait. Ouais. Et que cette transmission est complètement invisibilisée. Ce que j'essaye de faire dans mon livre, ce n'est pas de révéler cette transmission, mais c'est de dire ce que j'en ai perçu moi. Et pour moi, les femmes migrantes avec qui j'ai travaillé, je dis des femmes souvent parce qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, donc là, le féminin l'emporte, voilà, c'est par habitude. Parce qu'il y avait plus de femmes, voilà, exceptionnellement, parce qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, je me rends compte qu'elles ont transmis des valeurs, elles ont une réflexion extraordinaire sur le rapport aux ancêtres, à la mort, évidemment, à la religion, à l'instrumentalisation de l'islam comme outil d'émancipation, selon leurs propres termes, à la nature aussi, et qu'elles ont transmis énormément aux générations qui ont suivi, en fait. Ouais. Et que cette transmission, elle est assez invisibilisée et qu'elles me font penser, effectivement, à un moment donné, je cite Angela Davis, Une lutte sans trêve, Angela Davis qui dit, il ne faut pas oublier, avant Martin Luther King, toutes ces femmes qui se sont mises en grève de manière plus informelle. C'est elles les premières du mouvement. Et moi, je pense qu'il y a une espèce d'infrapolitique hyper puissante, en fait, dans ces femmes migrantes et ces hommes migrants rencontrés. Et quand je dis hommes migrants, c'est ceux que j'ai rencontrés, mais c'est aussi les maris de ces femmes. Parce que si ces femmes ont pu faire tout ça, c'est que leurs maris les ont poussés aussi à faire tout ça. Qu'on avait pu voir, par exemple, dans la lutte des femmes de ménage de l'hôtel Ibis, je crois. Par exemple. Voilà, et je trouve que ce que tu décris, moi, on le retrouve beaucoup dans ce mouvement-là, où elles avaient fini par gagner tout un tas j'allais dire de droits, quoi. Oui, de droits, enfin pas de gagner, d'obtenir des droits de haute lutte, et c'est exactement, ça décrit exactement ce que tu étais en train de dire. En tout cas, j'ai été très, très attentif et interpellé par ce combat-là. J'ai trouvé magnifique. Et je dirais qu'en amont de ce combat, il y a un imaginaire qui est fort, avec des références fortes à la fois esthétiques, à la fois intellectuelles, réflexives, analytiques sur la société, et qui se transmettent notamment dans les textes qu'écrivent, par exemple, ces femmes et ces hommes migrants. Je vais citer juste un texte très court. Une femme qui, je crois, je peux citer son nom puisqu'elle n'est pas anonymisée dans le livre, c'est Raja Mimouni. Elle écrit sur une rose. Elle dit « Les épines de rose, elles sont belles et pointues comme les griffes d'un oiseau sculpté sur une branche d'arbre. » Voilà. Et cette femme-là est décrite parfois comme une femme en voie d'alphabétisation. Je veux dire, alors, pour écrire comme ça, évidemment, ce savoir-écrire, elle ne l'a pas appris dans l'association. Elle l'a appris dans un background culturel qui est peut-être oral et écrit à la fois, qui est complexe, mais en tout cas qui fait qu'il y a une puissance d'expression, une capacité que j'appelle esthésiste à être en intelligence avec ses émotions et à savoir décrire, quoi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est une sorte de prémisse aussi à la capacité de pouvoir se battre. Elles transmettent de la force en transmettant ça. À leurs enfants, etc., mais à moi aussi quand je suis avec elles, en fait. Voilà, elles m'apprennent des choses, elles m'ont appris plein de choses sur plein de sujets.
Ouais, en gros, il faudrait que l'associatif s'ouvre un peu plus En fait, le problème, c'est d'imposer une forme de savoir sans s'ouvrir à leur forme de savoir parce qu'ils ne les reconnaissent pas en tant que tels. Vu que ça ne rentre pas dans le cadre. Il n'y a pas de circulation des savoirs. Voilà, il y a pas, parce que les gens vont dire ils doivent être. Mais non, c'est même pas. Ça serait. Pas de souci. Merci Yannis. Ce serait d'avoir un vrai échange, quoi, un vrai échange entre les deux catégories. Tout à fait. Et en poussant un peu la réflexion plus loin, y a-t-il un savoir qui est transmis d'ailleurs par l'associatif? Je me pose la question parce que c'est quoi leur culture populaire? Je ne sais pas. Dans les interviews que j'ai fait avec les enseignants, ils me parlent pas beaucoup d'eux-mêmes, ils me parlent beaucoup de leur public dont ils ne connaissent rien pour la plupart, enfin très peu, et c'est normal puisqu'on ne leur a rien enseigné et qui n'ont... La routine associative a fait aussi qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'instants de rencontre. Par contre, quand je fais des entretiens avec les personnes, le public migrant de ces associations, ils me parlent de la mort, de la famille, du rapport d'un rapport non objectivisant aux êtres de la nature non humains. Ça va loin, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de circulation. Et je dirais que le savoir, en tout cas, que peut transmettre l'associatif, les femmes migrantes le prennent. En revanche, le savoir que ces femmes migrantes ou ces hommes migrants pourraient transmettre, il n'est absolument pas accueilli, il n'est même pas présupposé parfois. Quand tu l'as dit, quand tu as dit qu'elle disait qu'elle n'avait pas de culture. Qu'elle n'avait pas de culture. Et par exemple, souvent, il y a un discours qui revient qui dit, voilà, pour la première fois, on a permis à ces personnes de pouvoir avoir enfin droit à aller à l'école. Comme si elles n'avaient eu aucun autre mode de formation que l'école, il n'existait pas d'autre mode de formation. Et comme si ces femmes migrantes dans leur pays d'origine, la Guinée, le Maroc, le Congo, n'avaient pas eu d'autres formes alternatives à l'école républicaine, on va dire, ou royaliste. C'est des coquilles vides, ils font comme ça. Voilà, c'est ça. Donc la hiérarchisation des cultures me rappelle la notion d'épistémicide vue avec Lissel Quiros. Et alors c'est pas que Lissel Quiros, c'est vraiment un truc des coloniaux et tout, et tu en parles souvent de cette notion d'épistémicide. Oui, elle me mobilise, on va dire, puisque je la mobilise. Alors, c'est ultra violent. Mais non, parce que en fait, et ça sera la dernière question. Non, c'est même pas une question, c'est que en fait, il y avait une association quand j'étais petit qui s'appelait l'ASTI. Ah bah oui. C'était l'association de soutien aux travailleurs immigrés. Oui. Et si tu veux, là, pendant que tu parlais, j'avais ça qui remontait en fait. Alors ma mère a eu de la chance, elle a appris à l'école française à écrire et à lire. Donc en fait, elle n'était pas parmi les femmes apprenantes, on va dire, mais elle avait beaucoup d'amis qui en faisaient partie. Donc du coup, elle avait une position un peu intermédiaire, on va dire, et ça me rappelle tellement cette période-là. Et en fait, non, ce que je voulais revenir, c'était sur le... merde, pardon, j'ai été troublé, j'ai oublié, ça va me revenir. L'ASTI. Ouais. Non, mais je voulais faire le pont avec un autre truc que tu avais dit tout à l'heure, mais ça... Sur la non-circulation des savoirs ou non? Le mépris. Le paternalisme. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais bah, écoutez, parce que émotionnellement, je trouve ça très fort. Je vais résumer. Donc voilà, c'était Sudalisme, l'imaginaire qui nourrit le racisme de Jérémy Piola aux éditions libres. Si le sujet vous a intéressé, foncez. C'est très dense et aussi je trouve que c'est bien aussi pour les gens qui n'ont pas beaucoup lu sur le décolonial et tout, parce que tu mobilises énormément de choses. Tu t'autorises parfois des petites et des grandes parenthèses sur certains sujets. Tu vas parler d'écologie, tu vas parler vraiment de plein de trucs différents, de nécropolitique, tout ça et tout. Donc je pense que même pour des gens qui n'ont pas lu beaucoup de décolonial, ça peut être aussi un truc qui rassemble un peu tout ça et d'avoir un point de vue assez large sur plein de théories décoloniales, antiracistes. Voilà. Et parce que en fait, à chaque fois, tu prends un cas de l'association et tu essayes de faire une montée en généralité. En croisant les événements, les situations. Maintenant, je dirais que, par exemple, il y a des mots... il y a plusieurs courants en anthropologie. Moi, je dirais qu'en tout cas, mes sujets, c'est, même si je passe qu'il y a ces rencontres avec les interlocuteurs migrants, extra-occidentaux, etc., mon vrai sujet, c'est vraiment la blanchité, l'eurocentrisme. Voilà, commençons à le penser, nous demander de quoi c'est fait ou des faits, ce qui est beaucoup fait aux États-Unis. Aux États-unis, il y a des whiteness studies, il y a des études sur la blanchité. Il y a des whiteness studies, mais là, vraiment, ce qui est intéressant avec le contact avec les migrants, c'est d'avoir aussi ce point de comparaison avec parce qu'ils amènent des cultures qui sont excessivement vivaces, en fait. Vivantes, en devenir, qui posent plein de questions, etc. J'aimerais quand même dédicacer juste parler de la couverture qui a été faite par la plasticienne franco-algérienne
algérienne, Sonia Merazga, et que je lui ai pris, c'est un tableau qui s'appelle Autoportrait, dans lequel elle regarde la France républicaine et le récours disqualifiant qu'elle lui renvoie. Son visage. Ok, donc voilà. Vas-y, une petite question. Voilà, c'était ça en fait, parce que ça croisait plusieurs trucs. Mais c'était très simple en fait. Ma question c'était, donc tu parles de 2 associations, peu importe, on va pas les reciter, etc. Mais est-ce que suite à tes travaux, il y a eu justement sur eux-mêmes un retour sur eux-mêmes quoi. Il a été, tu racontes dans le livre, parfois ça a été extrêmement difficile avec les membres de l'association. Hein. Oui, ça a été très difficile. Mon entrée sur le terrain en tant qu'anthropologue, en tout cas, ils n'étaient pas d'accord. Quand je suis revenu en tant qu'anthropologue financier, ils ne voulaient plus que je vienne. Ils ne voulaient pas que je participe aux réunions d'équipe. Donc, ils voulaient bien que je vienne, que je suive des cours, mais en traînant des pieds. Donc, le retour qu'il y a eu, c'est qu'à un moment donné, j'ai travaillé pendant 1 an parce qu'il y avait une polarisation sur l'islam avec l'islamité. Je ne présente pas du tout être un spécialiste de l'islam, mais avec les islamités des femmes migrantes qui étaient dans l'association. Et c'était très intéressant ce qu'elles avaient ramené, notamment sur les stratégies d'émancipation, etc., à partir de l'islam. Et j'ai proposé aux 40 personnes qui étaient dans l'association Diane de faire un retour pendant 2 jours pour leur parler de l'islamité des femmes, certaines femmes du public migrant qu'elles avaient. Et 2 personnes se sont inscrites sur 40. D'accord. Donc voilà, donc c'était on n'en veut pas. Maintenant, alors maintenant l'association son savoir. Mais alors il paraît que maintenant il y a des évolutions dans ces associations-là. D'accord. Et voilà, c'est de toute façon il y a une nouvelle génération aussi de professeurs de français langue étrangère. Parce il y a peut-être des descendants aussi d'immigrés. Il y en a déjà, mais on les met pas beaucoup à des postes de pouvoir. d'accord. Ouais, c'est ça. Donc il y a une hiérarchie interne. Voilà. Oui, pardon, allez-y. Vas-y, si tu veux conclure sur ça. Non, je conclue. Je crois que tu voulais poser une question peut-être. Non, moi c'était pour conclure. Voilà, juste pour moi juste une petite question. Alors très vite, parce qu'après il y aura ta chronique. Non, je voulais savoir comment ton bouquin a été reçu justement, et alors hormis les associatifs, au niveau du milieu à Bruxelles, etc. Comment est-ce que c'est reçu? Est-ce que il y a eu des échos? Il y a eu on t'a reproché de faire du racisme anti-blanc, de quoi? Alors ça, racisme anti-blanc, je l'ai eu pour Portrait du colonialiste et je l'ai eu aussi parfois pour le sudalisme. Mais les échos, ça vient peu à peu parce que le livre est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais. Par contre, je travaille pour une organisation qui s'appelle BIPAX, où je suis chargé d'études et de formation. Et en fait, on conçoit en fait des formations pour montrer, pour visibiliser, on va dire, la dimension systémique du racisme. Et j'ai une formation sur le sudalisme. Voilà. Et donc, du coup, ça permet beaucoup de personnes disent que c'était un concept tiers intéressant pour aborder pour des personnes blanches, par exemple, mais pas que, le racisme, la question du racisme. Et c'est des fois, quand on évoque des faits de racisme en présence de personnes racisées, elles n'ont pas envie d'entendre parce que ça peut être blessant, etc. Là, on évoque avec le sudalisme plus des discours qui sont stupides, qui soutiennent ces situations humiliantes. Donc, c'est moins violent parfois. Voilà. Et ben voilà, on va terminer là pour le livre. Donc je rappelle, Sudalisme, l'imaginaire qui nourrit le racisme, aux éditions libres de Jérémy Piola. Et on le trouve en France facilement? On le trouve en France. Ouais, moi je sais que dans la librairie où je travaille, c'est une maison d'édition française. D'accord, ok. Il est sorti cette année, là, 2023. Tu restes avec nous pour la chronique